Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Nous parlons ce soir du livre Morale stérile, un ouvrage marquant du journaliste et écrivain ivoirien Ismaël Assi qui explore les racines profondes et souvent ignorées des crises migratoires actuelles. Loin de se contenter d'analyser le phénomène migratoire uniquement sous le prisme des drames humains en Méditerranée, Ismaël Assi choisit de plonger dans la matrice sociale et les causes structurelles qui poussent la jeunesse au départ. Le récit suit le destin tragique de 3 jeunes Congolais confrontés à une effroyable précarité sociale. Journaliste économique et écrivain, Ismaël Assi livre un plaidoyer pour que les consciences se réveillent et pour dépasser les simples récits médiatiques. Ismaël Assi, bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir Myriam, merci beaucoup pour l'invitation. Alors on va parler de votre dernier livre, je le disais à l'instant, Morale stérile, une histoire qui se concentre un petit peu sur les causes structurelles, on va dire, de l'immigration, de cette traversée, de ce choix qui se fait par les jeunes. Pourquoi d'abord avoir choisi de vous intéresser à ce sujet en particulier et pourquoi également le choix de la narration par le roman et pas une autre forme d'écrit? Donc déjà, merci beaucoup Myriam pour l'invitation et merci de nous donner cette tribune pour pouvoir traiter ce sujet qui est quand même assez important. Donc pour répondre à la question, Morale stérile est partie d'une réflexion simple, c'est-à-dire depuis des années, des décennies, l'Afrique a été toujours racontée de l'extérieur. C'est-à-dire les Occidentaux ont toujours saisi les problématiques de l'Afrique et je me suis dit aujourd'hui en tant que jeune, il est important que la jeunesse et surtout un Africain, même si je ne suis pas congolais, en tant qu'Ivoirien, je peux en tout cas me saisir de ce sujet africain. Donc c'est cette raison qui nous a poussé à mener cette réflexion. Maintenant, après, derrière, pour répondre à la question du pourquoi le roman, je dirais que déjà, lorsqu'on voit les migrants ici et là, il faut dire que ces migrants, derrière chaque visage, il y a une histoire. Et souvent, c'est une histoire tragique. Donc, et le roman, au travers de la fiction, est quand même un style littéraire qui permet de raconter une histoire. Et nous, ici, on voulait raconter une histoire et en même temps aussi toucher une forme de vérité. Parlez-nous justement du destin de ces 3 jeunes Congolais que vous suivez dans cette histoire. Justement, au fait, dans le livre Morale stérile, il y a 3 personnages, mais avant tout, il y a le père, c'est-à-dire qui était mineur, qui a eu une vie pas facile, et voilà, ce dernier n'a pas pu assurer une certaine forme d'existence, de qualité de vie à ses enfants. Donc ces 3 enfants se sont vus obligés de suivre le chemin de leur père, c'est-à-dire à savoir descendre dans la mine. Et ces jeunes on se sont confrontés à la réalité précaire de leurs parents. Et à un moment donné, l'aîné, Kinda, s'est vu obligé de faire un choix. Voilà. Et je reviens au titre Morale stérile, c'est-à-dire aujourd'hui, face à la précarité de son père et à la précarité que lui-même il a subie, et la dureté du travail dans les mines, c'est des profondeurs sous terre, c'est un travail difficile. Et ce dernier a fait le choix de rentrer dans une milice. Et le destin, du moins, l'a mis sur le chemin d'un seigneur de guerre. Dans le roman, on parle de Lokassi, qui, comment on dit ça, a installé du moins une stratégie de terreur. Et pour sortir un peu du roman, il faut expliquer que la région du Kivu, depuis des décennies, est entraînée dans une guéguerre interminable. Et vu que cette région est, comment je peux dire, regorge de ressources, de myriades de ressources, donc voilà, des milices se sont organisées pour pouvoir avoir accès à ces ressources. Donc ces milices-là, notamment, puisent dans le socle, le bassin social. Donc voilà comment ce jeune personnage dans le livre rencontre un seigneur de guerre et celui-ci joue sur sa précarité, joue sur son misérabilisme et essaye de l'enrouler dans la milice. Donc une aventure commence et voilà, s'ensuit tragédie après tragédie jusqu'à ce qu'ils prennent le chemin de l'immigration clandestine. Qui finalement... on a l'impression que c'est un choix, mais ce n'en est pas forcément un,
finalement. C'est peut-être le seul chemin de survivre, parce que quand on vit dans un quotidien où on ne peut plus, justement, où le quotidien est plus tragique que cette menace de la mort au niveau de la traversée, on se retrouve face à une nécessité finalement, pas un choix. C'est ça que vous avez essayé de véhiculer un petit peu? Au fait, dans ce roman, j'essaye, à partir d'une histoire, de raconter une vérité. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous, par exemple, vous sortez dans les rues, vous croisez les migrants, on a tendance à avoir un regard un peu de jugement. C'est-à-dire, aujourd'hui, déjà, c'est un regard d'optique. Qu'est-ce que ces gens font ici? Mais après, il faut comprendre que ces gens n'ont pas choisi le chemin de l'immigration par volonté. C'est-à-dire, ils ont été obligés. Parce que dans leur pays, c'est des gens à qui on refuse le minimum vital. C'est ça. Et ces gens sont, à un moment donné, c'est une mort sociale qui s'ensuit. Et quand il y a mort sociale, c'est clair que on est obligé de s'engager dans une survie, ou du moins dans une forme de névrose obsessionnelle de réalisation de soi. Et aujourd'hui, avec surtout la magie de la télé, donc ces jeunes, c'est clair que du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, on voit aujourd'hui la vie ailleurs. Et la vie ailleurs, c'est ça, ces jeunes sont séduits, ils se disent qu'en allant en Europe, je peux me réaliser en dehors d'un corps social qui m'a éjecté. Parce que ces jeunes dans ces pays, ils sont en marge de la société, ils sont éjectés du corps social. Donc pour eux, le chemin de l'immigration, c'est une forme de renaissance sociale. Et pourquoi vous avez décidé de situer ça au Congo, justement, l'histoire Ouais, au fait, pour moi, le Congo, c'est juste un exemple. Mais quand vous prenez, par exemple, les différents pays, l'idée ici, c'est de dire que l'immigration clandestine, oui, c'est une problématique. Mais derrière cette grande problématique, il y a plusieurs sous-problématiques qui alimentent ce départ. En fait, ce n'est pas un départ joyeux, c'est un départ forcé. Et ici, en prenant l'exemple du Congo... Forcé, et on met sa vie en péril, qui est risqué également. Oui, risqué. Si on avait le choix, on ne le ferait pas. Effectivement. On ne jouerait pas avec sa propre vie. En effet. En effet, parce que moi, je pense que des jeunes de 20 ans, de 30 ans, qui prennent des barques et qui vont affronter des vagues de 7 mètres, pour moi, c'est quand même, c'est fou, oui. Mais moi, je pense qu'il faut porter la réflexion sur le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes décident de risquer autant pour un avenir meilleur? Et je pense que le livre ici, c'est d'interpeller un peu nos élites pour qu'on puisse regarder frontalement les véritables problèmes. Ce sont les problèmes de gouvernance, ce sont les problèmes de partage équitable de la richesse, ce sont les problèmes ici du minimum vital. C'est une réalité invisible que vous voulez un petit peu visibiliser d'une certaine manière. C'est ça. Les causes, comme je le disais tout à l'heure en introduction, structurelles, comprendre parce qu'il y a derrière le visage de ces migrants, comprendre un petit peu leurs histoires et cette détresse finalement. Cette détresse, effectivement. Pour moi, c'est une forme de, comme je disais, de mort sociale. Ces jeunes étant dans... Comprenez par exemple dans le roman, l'aîné Kinda, il est l'aîné d'une famille. Et quand vous essayez de comprendre un peu la sociologie africaine, voilà, le père, il fait. Après, derrière, l'aîné, du moins les enfants, font pour les parents. En tout cas, voilà comment se construit. Quand vous essayez de comprendre un peu comment fonctionne la société africaine, c'est comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une forme de redevabilité entre les enfants et les parents. Et ces enfants, à un moment donné, dans une société où, je parle ici par exemple de la Côte d'Ivoire, une société que je maîtrise le plus, une société de concurrence où on essaye de mettre les uns et les autres en concurrence. Donc ces jeunes sont un peu, à la limite, il y a un sursaut d'orgueil. C'est-à-dire, moi, quand je vois par exemple un tel fils d'une autre famille qui fait des choses pour la famille, comment on dit ça, pour ses parents, et moi, je n'arrive pas à aider mes parents et que je suis dans une précarité, à un moment donné, je suis dans une dynamique comment on dit ça, de faire tout pour pouvoir réussir et venir aider mes parents. C'est dans cette logique-là que ces jeunes sortent. C'est pas pour les beaux yeux de l'Europe. Parce que quand vous voyez un peu, déjà, je vais parler un peu d'économie. Les récits médiatiques, un petit peu. C'est ça. Je vois par exemple comment je vais appeler, d'un peuple, les Soniqués par exemple, qui sont très représentés en France.
Mais figurez-vous que ces gens du Mali, cette ethnie du Mali, ils sont les plus nombreux en France à rapatrier des fonds. C'est-à-dire que quand ils vont à l'aventure, du moins quand ils vont chercher les Lorado, ce n'est pas pour eux. En vérité, c'est pour leur famille, en fait. Et aujourd'hui, moi, je pense que ce livre est au-delà même de la question de l'immigration clandestine, c'est pour dire aussi, c'est de mettre le doigt aussi sur la problématique du Kivu. Comme j'ai rappelé en prélude, c'est près de 30 ans de guerre, de chaos, et c'est l'omerta totale. Je salue ici voilà, le plaidoyer du président Tshisekedi du Congo, de la RDC, qui a maintes fois à la tribune de l'ONU essayé de porter cette problématique sur la scène internationale. Donc, vous l'avez très bien dit, quand on parle de ce choix, de cette décision, c'est un sacrifice finalement légitime qui se fait des enfants pour les parents. J'ai pas compris. Qui se fait un sacrifice des enfants pour les parents, donc un sacrifice légitime. En effet, que l'on considère comme étant légitime. Un sacrifice légitime. Quand vous avez mentionné tout à l'heure le titre, donc morale stérile, est-ce que c'est une espèce de condamnation tout de même que vous faites vis-à-vis de la communauté internationale qui ne réagit peut-être pas à la situation, ou est-ce que c'est un miroir aussi qui est tendu aux gouverneurs locaux finalement pour pouvoir finalement réagir, quand on dit stérile, puisque morale, stérile, donc pas de réaction, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un jeu de mots expliquez-nous un petit peu. En fait, le titre morale stérile, au-delà de la forme littéraire et philosophique, il y a une vérité cachée dans ce titre. C'est simple, c'est-à-dire aujourd'hui, quand vous prenez encore une fois l'histoire du personnage, Kinda, qui était l'aîné de la fratrie, l'aîné dans la famille, qui a vu son père dans la précarité, qui lui-même a été dans cette précarité ambiante, à un moment donné, il a reçu aussi une éducation, parce que l'Afrique, c'est aussi l'Afrique des valeurs, l'Afrique de l'éducation. Et ce dernier, à un moment donné, lorsqu'il rencontre le seigneur de guerre, qu'il enroule dans la milice, au fond de lui, il sait que c'est pas bien. Tuer les gens, du moins pratiquer, du moins participer à des opérations atroces, il sait en conscience que c'est pas bien. Mais la survie l'emporte sur la morale, en vérité. C'est ça un peu l'idée que je veux véhiculer, c'est-à-dire que ces jeunes qui viennent à l'immigration, ils savent que l'immigration est un chemin périlleux. Ils savent que la mort peut-être les attend, mais ils se disent que c'est un choix de survie. C'est un choix, comme vous l'avez dit, c'est un choix, c'est un sacrifice légitime. Et justement, si on devait retenir un message principal que vous avez envie de véhiculer, ou que vous avez eu envie en tout cas de porter à cette jeunesse aujourd'hui, pour conclure cet entretien, quel serait-il ? Le message, moi je pense qu'il est simple. C'est-à-dire aujourd'hui, moi au travers de ce récit, je voulais ici, à ma petite échelle, essayer de faire comprendre aux uns et aux autres que l'immigration n'est pas un chemin qui se décide, en fait. On ne se lève pas un matin et puis on dit, bon, je vais à l'aventure, moi je viens affronter les affres du désert ou du moins de la mer. C'est un chemin forcé. Les gens, ils sortent parce qu'ils étouffent dans ce contexte social de précarité, de misérabilisme. Et ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion sur la question du Kivu, c'est de dire aujourd'hui, il est important qu'on ne soit pas dans l'omerta, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une forme de compétition, ou du moins, le mot ne me vient pas, c'est-à-dire on essaye de donner de l'importance aux douleurs de certains et de façon... on essaie aussi de rendre invisibles les douleurs d'autres personnes. Voilà. Et ici, nous, on veut faire comprendre que la problématique du Kivu, c'est des milliers de morts, c'est des femmes qui ont subi des viols, c'est la pauvreté, c'est un cycle de pauvreté ambiant. Donc aujourd'hui, il est important que nos élites internationales, du moins l'ONU et tout ça, consorts, se penchent sur la question pour apporter une réponse internationale à la catastrophe humaine qui perdure. Merci à vous, Ismaïla Sy. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir, de parler de ce dernier roman moral stérile, Les oubliés du Kivu. Merci à vous. Merci pour cette tribune. Merci. C'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.